il y a quelque chose qui m'a longtemps surprise. Nous passons des années à apprendre des choses complexes. Les mathématiques, les langues étrangères, l'histoire, la philosophie. Nous apprenons à conduire une voiture. Avant de conduire, nous devons passer des heures de formation, comprendre les règles, passer un examen. Et personne ne trouverait normal d'envoyer quelqu'un sur l'autoroute sans permis de conduire. Ce serait dangereux pour lui et aussi pour les autres. Mais il y a quelque chose de très étrange. Dans la vie sociale, professionnelle, relationnelle, nous faisons exactement cela. Nous envoyons les jeunes adultes dans des environnements sociaux très exigeants sans jamais leur apprendre les compétences sociales qui permettent d'y évoluer avec aisance. Comment entrer dans une pièce, comment engager une conversation, comment se positionner dans un groupe, comment inspirer le respect. Tout cela est supposé être naturel, comme si certaines personnes naissaient avec ces compétences et d'autres non. Pendant longtemps, j'ai cru cela moi aussi. J'ai cru que certaines personnes avaient simplement ce quelque chose, cette aisance, cette prestance, cette capacité à inspirer le respect. Et que d'autres personnes devaient simplement travailler dur pour compenser. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose de très différent. Ces compétences ne sont pas simplement naturelles, elles s'apprennent. C'est simplement que certaines personnes les apprennent plus tôt que d'autres. Et si ce sujet vous parle, j'ai une vidéo dans laquelle j'explique ce qui change quand on commence à comprendre les codes sociaux invisibles. Je vous la laisserai en description, mais aujourd'hui j'aimerais simplement partager avec vous quelque chose de plus personnel. Beaucoup de personnes intelligentes, talentueuses, ambitieuses vivent une expérience très particulière et pourtant très similaire. Elles travaillent dur, elles étudient, elles développent des compétences solides, mais malgré cela, certaines portes semblent rester légèrement fermées. Pas de manière brutale, c'est simplement qu'elles ne s'ouvrent pas. Un entretien qui ne se transforme pas en offre, un stage auquel on ne donne pas suite, une conversation qui reste cordiale mais qui ne mène pas à une relation. Et lorsque cela se répète, il est très facile de tirer certaines conclusions. Peut-être que je ne suis pas assez bon, je dois être moche, peut-être que je manque de confiance, je suis sûrement trop timide. Peut-être que ces environnements ne sont simplement pas faits pour moi. Mais il existe une autre explication que l'on nomme très rarement. Dans beaucoup de situations sociales ou professionnelles, l'accès ne repose pas uniquement sur la compétence. Il repose aussi sur la lisibilité sociale, la manière dont vous vous présentez, la manière dont vous entrez dans une interaction, la manière dont vous créez une première impression. Lorsque ces codes ne sont pas visibles pour vous, cela ne signifie pas que vous manquez de valeur. Cela signifie simplement que vous essayez de naviguer dans un environnement dont les règles ne vous ont jamais été expliquées. Et parfois, ces règles invisibles déterminent non seulement comment vous évoluez dans un environnement, mais aussi si vous y accédez tout court. J'ai moi-même dû apprendre beaucoup de ces choses tard. Je viens d'un milieu très simple, un milieu où l'on favorisait énormément le travail, l'effort et l'honnêteté, mais où certains codes des environnements professionnels ou internationaux n'étaient pas forcément visibles. En revanche, mes parents m'ont transmis quelque chose de très précieux, l'idée qu'une culture différente n'est jamais bizarre. Elle est simplement différente. Enfant, nous voyageons souvent dans leurs pays d'origine respective. Et très tôt, j'ai compris que les façons de vivre, de parler, de se comporter pouvaient varier complètement d'un pays à l'autre. Et cette idée m'a profondément marquée. Je suis devenue fascinée par les langues et les cultures étrangères. Par une question très simple. Pourquoi fait-on certaines choses dans une culture et pas dans une autre ? C'est ce qui m'a amenée à étudier le japonais à l'université. J'ai fait une licence, puis un master. Et pendant cette période, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. J'ai vécu 1 an à Taïwan, 1 an au Canada. J'ai fait un échange aux États-Unis lorsque j'étais encore au lycée. Et j'ai aussi voyagé plusieurs fois au Japon. Au Japon, quelque chose m'a profondément impressionnée. L'excellence du service. Cette attention presque invisible portée aux autres. La manière dont chaque détail est pensé pour créer une expérience harmonieuse. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser de très près à l'art du service, au sens noble du terme. Le service comme une forme de considération, comme une manière d'honorer la présence de l'autre. Et c'est ce qui m'a conduite vers l'hôtellerie de luxe. Mais il y a eu une autre influence, plus silencieuse. Depuis très jeune, j'étais fascinée par les films de l'âge d'or hollywoodien, les grandes actrices, les grandes figures masculines, leur présence, leur élégance, leur manière de se tenir. Je regardais ces films et peut-être instinctivement, je me posais une question très simple. Qu'est-ce qui fait qu'une personne dégage cette présence ?
Je me souviens notamment d'avoir été fascinée par la Sissi de Romy Schneider, par la grâce de certains personnages féminins et par les héroïnes des romans victoriens, par les femmes des années 40 et 50, les ladies, les gentlemen. À l'époque, je ne le savais pas encore, mais j'avais déjà amorcé quelque chose. J'observais, je regardais, je me posais des questions, je me demandais ce qui faisait la différence. Et lorsque je suis entrée dans l'hôtellerie de luxe, toutes ces observations ont commencé à prendre sens. J'observais les clients, leur manière de se comporter, leur manière d'entrer dans une pièce, leur manière de parler aux autres ou entre eux. Et ces observations ont nourri mon travail, mais aussi mes conversations avec les clients. Petit à petit, ce qui au départ était une simple curiosité est devenu un véritable champ d'étude. Et plusieurs années plus tard, ce chemin m'a conduite naturellement jusqu'à ma certification à Londres. Lorsque l'on parle de respect social, beaucoup de personnes pensent immédiatement à la politesse. Dire bonjour, dire merci, être courtois. Mais le respect social va beaucoup plus loin que ça. Le respect social repose sur quelque chose de beaucoup plus subtil, la lisibilité. Avec le temps, j'ai commencé à observer ces interactions de plus près et aussi de manière plus structurée. J'essayais de comprendre ce qui faisait qu'une personne devenait naturellement centrale dans une conversation, alors qu'une autre restait presque invisible. Petit à petit, j'ai développé ce que j'appelle aujourd'hui une grille de lecture sociale, une manière d'observer une interaction avant même d'y participer, qui influence le rythme de la conversation, qui donne de l'espace aux autres, qui crée de la stabilité dans l'échange. Et lorsqu'on commence à voir ces éléments, les interactions deviennent beaucoup plus compréhensibles. Lorsque votre présence est lisible socialement, les autres comprennent instinctivement comment interagir avec vous, comment collaborer avec vous et comment se positionner face à vous. Et cette lisibilité crée un sentiment très puissant, la confiance. Lorsque les gens comprennent votre posture sociale, ils se sentent en sécurité. Ils savent à quoi s'attendre. Et cette sécurité crée le respect. Ce n'est pas une question de domination. Ce n'est pas une question d'arrogance, c'est plutôt une question de clarté. Je pense qu'il est important de dire les choses franchement, parce que beaucoup de personnes vivent cette expérience sans pouvoir la nommer. Dans certains environnements, les personnes qui comprennent les codes sociaux ont un avantage immense. Pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles sont immédiatement lisibles. Elles savent comment naviguer dans les interactions, comment créer une bonne première impression, comment construire des relations. Et lorsque vous n'avez jamais appris ces choses, vous pouvez parfois avoir l'impression d'arriver dans un jeu dont vous ne connaissez pas les règles. Et cela peut être profondément injuste. Mais il y a aussi une très bonne nouvelle. Les codes sociaux peuvent s'apprendre. Ils ne sont pas réservés à une élite, ils ne sont pas liés à votre origine ni à votre fortune, ils ne sont pas non plus liés à votre personnalité, ils font simplement partie d'un langage. Et comme tout langage, il est possible de l'apprendre. Quand une personne commence à comprendre ces mécanismes, quelque chose change. Les conversations deviennent plus fluides, les interactions deviennent plus naturelles, les silences deviennent moins inconfortables. Et surtout, les autres commencent à percevoir cette personne différemment. Pas parce qu'elle joue un rôle, mais parce qu'elle devient plus lisible. Et cette lisibilité crée quelque chose de très puissant, le respect. Un respect qui n'est pas imposé. C'est un respect qui émerge naturellement de la manière dont vous vous présentez dans les interactions. Si ce sujet vous parle et que vous souhaitez comprendre plus concrètement comment fonctionnent ces codes invisibles dans les interactions sociales, je vous recommande vraiment de regarder la vidéo dans laquelle j'explique ce qui change lorsqu'on commence à comprendre les codes sociaux invisibles. Je vous la laisserai juste ici. Et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. À très bientôt les amis et prenez soin de vous.